Bonjour, corrigeons aujourd'hui l'aérodynamique, l'aérostatique et les principes du vol qui sont tombés en 2019 avec donc d'abord les 20 premières questions qui sont communes à l'épreuve de BIA et CAEA, enfin presque, on verra qu'il y a une modif que je pour la question 17, on verra ça à la question 17, et ensuite les 5 questions complémentaires du CAEA. Voilà. Alors première question, la résistance de l'air sur un corps dépend de la surface du corps, s'exprime en kilogrammes, ne dépend pas de la surface du corps, est proportionnelle au carré de la surface du corps. Elle dépend évidemment de la surface du corps, d'accord? C'est la réponse alpha. Et d'ailleurs, ça ne pourrait pas être la réponse delta, est proportionnelle au carré de la surface du corps, parce que dans ces cas-là, elle dépendrait aussi de la surface du corps, vu qu'elle serait proportionnelle au carré. Donc du coup, ça peut pas être D, ça serait D et A en même temps, ce qui est pas possible. Voilà. Mais donc, c'est la réponse alpha dépend de la surface du corps, elle est proportionnelle à la surface du corps, d'accord? Et vous voyez ça, en briefing, on a vu ça dans le briefing Papa 02. Voilà. Et vous pouvez revoir la vidéo donc dans le briefing Papa 02. Ensuite, question 2. En montée rectiligne uniforme, la portance est inférieure au poids, égale à la traînée, supérieure au poids, égale au poids. Donc ça, c'est un classique aussi, un piège classique. Elle est inférieure au poids, d'accord? On pense que la portance, elle est supérieure au poids parce que, on est en train de monter. C'est pas le cas. Elle est, inférieure au poids parce qu'en fait, ce qui équilibre le poids, c'est à la fois la portance, une composante de la portance et aussi une composante de la traction, d'accord? La traction, elle tire l'avion vers le haut. Donc, il y a 2 choses qui tirent vers le haut, c'est la traction et la portance, et donc la portance est inférieure au poids. Voilà, réponse alpha. L'explication complète dans le briefing, Papa 24. Ensuite, le décrochage se produit toujours à la même incidence, à la même inclinaison, à la même vitesse, en cas de panne moteur. Donc là aussi, c'est un piège classique, hein. Souvent, on pense répondre à la même vitesse parce qu'on parle de vitesse de décrochage. C'est pas ça. La vitesse de décrochage, elle est constante parce que on a cette vitesse-là toujours à la même incidence. Et donc, c'est la réponse alpha à la même incidence. Pour ça, vous rappelez-vous que le décrochage, c'est pas sur c'est sur la polaire qu'on voit ça, hein. On l'a vu sur la polaire, et la polaire, ben, on voit bien que le décrochage est toujours à la même incidence, hein. D'accord, voilà. Donc réponse alpha, et plus d'informations dans le briefing Papa 05. On continue avec le profil d'aile ci-dessous. L'intrado est représenté par la lettre alpha, Bravo, Charlie, Delta. Donc l'intrado est en dessous, c'est bien sûr la lettre delta, hein, D, et donc la réponse delta. Donc ça, c'est expliqué en briefing Papa 08. On continue avec la question 5. Pour orienter l'avion autour de l'axe de tangage, il faut un déplacement de la gouverne de profondeur commandée par le palonnier, de la gouverne de profondeur commandée par le manche, des ailerons commandés par le manche, des ailerons commandés par le palonnier. C'est évidemment la réponse bravo de la gouverne de profondeur commandée par le manche, hein. Le tango, c'est d'avant en arrière, d'accord, comme danse. Et donc tout ce qui est autour de cet axe de tangage, hein, qui est l'axe transversal qui traverse l'avion de gauche à droite, hein, c'est l'axe des Y aussi, hein, vous vous rappelez, on met les bras en l'air, on fait youpi, ça fait un Y, voilà, pour se rappeler de cet axe-là, donc qui va de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. C'est donc dans le briefing Papa 16 qu'on a vu cet axe-là en détail, et que vous aurez toutes les infos sur la gouverne de profondeur, le manche et tout ça. Voilà. Question numéro 6. La distance de roulage nécessaire au décollage diminue lorsque l'altitude augmente, la température augmente, la composante de vent-arrière augmente, la température diminue. Alors, quand l'altitude augmente, on a une moins forte densité de l'air, donc on a un rho plus faible, donc on va avoir besoin de plus de pistes parce qu'il nous faudra plus de vitesse. La température, c'est pareil, quand elle augmente, eh ben, l'air se détend, d'accord, se dilate. Vous vous rappelez, on avait dit que les molécules d'air, elles s'ambiancent et donc elles prennent plus de place, et donc on en a moins pour une surface donnée. Et quand la composante de vent arrière augmente, c'est pas le bon plan non plus parce que là, on va avoir du vent dans le dos, donc on va avoir besoin de plus de distance pour voler par rapport à l'air. C'est-à-dire quand vous volez si vous décollez à 65 nœuds à 60 nœuds par rapport à l'air, et ben, si vous avez 10 nœuds de vent arrière, il vous faudra rouler jusqu'à 70 nœuds. Vous voyez? Donc on décolle face au vent. Donc c'est quand la température diminue. Briefing Papa 31, et donc c'est bien la réponse D, delta, d'accord? Ensuite, on continue sur la deuxième page. Alors, la corde d'un profil de l'aile est le segment qui joint l'emplanture à l'extrémité de l'aile, le segment qui joint les 2 extrémités de l'aile, le segment qui joint le bord d'attaque et le bord de fuite,
la partie la plus large entre l'intrado et l'extrado. C'est évidemment le segment qui joint le bord d'attaque et le bord de fuite. Briefing Papa 08, d'accord? C'est ce qu'on appelle la corde. Donc on imagine une corde tendue entre ces deux points, le bord d'attaque et le bord de fuite. Question numéro 8. La force de portance d'une aile est toujours perpendiculaire à la direction du vent relatif, l'horizontale, la corde du profil, l'axe longitudinal de l'appareil. Donc ça, on l'a vu au début de l'aérodynamique, hein, de l'aérodynamique aérostatique principe du vol, donc dans le briefing Papa 03, et c'est évidemment la direction du vent relatif. On a une résultante aérodynamique provoquée par ce vent relatif sur l'aile, hein, par l'écoulement de ce vent relatif, et on le décompose en deux composantes, la traînée qui est parallèle au vent relatif et la portance qui est perpendiculaire au vent relatif. Donc réponse alpha. Et donc plus d'infos dans Papa 03. Ensuite, question numéro 9. En soufflerie, si on multiplie par 3 la vitesse du vent relatif, la valeur de la force de portance est multipliée par 3, par 9, par 6, par 12. Alors donc là, vous vous rappelez, c'est dans la taverne de mots, hein, qu'on a vu cette formule pour la mémoriser. Et donc, on a la vitesse, elle est au carré. Vous vous rappelez, Homer, il tient dans sa boîte une petite voiture, hein, donc qui symbolise la vitesse, et dans une boîte carrée. D'accord? Donc, c'est la vitesse fois la vitesse. Donc, si on multiplie la vitesse par 3, la portance, elle va être multipliée par 3 et de nouveau par 3. Donc, 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré, ça fait 9. C'est la réponse, bravo. Et donc, la taverne de mots, vous la retrouvez dans la vidéo Papa 04. Lorsqu'un aéronef est centré avant, sa stabilité augmente, sa maniabilité et sa stabilité ne sont pas modifiées, sa stabilité diminue. Donc, c'est évidemment la stabilité qui augmente. D'accord? S'il est centré avant, la stabilité augmente, mais par contre, il est beaucoup moins maniable, beaucoup moins manœuvrable. Donc, la manœuvrabilité diminue. Donc, c'est la réponse alpha. Plus d'infos dans le briefing Papa 23. On continue avec la question 11. En phase de décollage, le pilote sort les volets hypersustentateurs. L'effet sera d'augmenter la distance de décollage, d'augmenter la portance, d'augmenter la vitesse, de diminuer la portance. Donc hyper sustentateur, ça on va augmenter, donc hyper, et sustentation, la sustentation c'est la portance, d'accord? C'est la portance et c'est aussi on a le même effet sur la traînée. Donc augmenter la portance, réponse bravo. Vous trouvez ça dans la vidéo Papa 12. On continue avec la question 12. Et donc là, il faut associer les légendes et croquis. Et donc, est-ce que le A, c'est un profil en lice? Est-ce que le B, c'est un profil avec volet braqué? Est-ce que le C, c'est un profil avec bec sorti? Le D, avec un profil avec les volets Fowler sortis. Donc, on va commencer par en dessous, tiens, pour changer. Alors, le D, profil avec volet Fowler sorti. Ce ne sont pas des volets Fowler, là. On voit que juste un volet à braquage tout simple, d'accord? Donc, et ils ne sont pas sortis, ils sont rentrés. B, le profil avec le bec sorti, ben non, le bec, c'est pas de ce côté-là. De ce côté-là, c'est le volet. Donc, à l'arrière, là, on a le volet. Le bec, il serait ici devant, d'accord? Donc, ça, là, ça ne marche pas non plus. Là, profil avec volet braqué. Donc, le volet, là, c'est le bec qui est sorti, d'accord? Mais le volet, lui, il n'est pas braqué, d'accord? Donc, c'est faux. Et là, on a un profil en lice, c'est-à-dire le volet n'est pas braqué. Et si on avait eu un bec, le bec, il serait rentré. Donc, là, c'est la réponse alpha. La question 12. On continue avec la question 13. Donc, sur la page 3 de cette épreuve numéro 2, de cette partie 2 de l'épreuve. Alors, un avion vole initialement à une vitesse et altitude constante. Sans agir sur le manche, le pilote augmente la puissance à l'aide de la manette des gaz. Cette action entraîne uniquement une augmentation de la vitesse, une augmentation de l'altitude, une diminution de l'altitude, une augmentation de vitesse ou bien d'altitude. Cela dépend du vent. Alors, c'est évidemment une augmentation d'altitude. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il augmente la puissance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une plus grande vitesse, d'accord? La vitesse va être plus forte. Et en même temps, comme la vitesse est plus forte, ben, on va avoir, comme il garde la même attitude, il ne touche pas aux manches, et ben, on va avoir une plus forte portance, d'accord? Donc, on va avoir une accélération vers le haut et une augmentation d'altitude, d'accord? Donc, on a une augmentation d'altitude et une augmentation de vitesse. Donc, la réponse qui correspond le mieux, c'est la réponse bravo, une augmentation d'altitude. La réponse alpha est fausse parce que ce n'est pas uniquement une augmentation de vitesse. On n'a pas que ça. On a aussi un effet sur la portance. Plus d'infos dans la vidéo ou le briefing Papa 25. Question 14. La finesse maximale en plané permet de rester en l'air le plus longtemps possible, voler le plus vite possible, parcourir la plus grande distance possible, décoller le plus court possible. C'est évidemment parcourir la plus grande distance possible, c'est d'aller le plus loin possible en planant, d'accord? C'est ça l'objectif, hein. Donc pour se rappeler la vitesse de finesse max, on s'en sert aussi pour
quand on est au-dessus de la mer pour savoir s'il faut porter des gilets ou pas, d'accord? Des gilets de sauvetage. Donc, le but, c'est pas d'arriver le plus tard possible dans l'eau. Le but, c'est, si jamais on n'est en panne moteur au-dessus de la mer, c'est d'aller le plus près de la côte, d'accord? Donc, c'est le plus loin possible. C'est la réponse Charlie. Et donc, sur la finesse, vous pouvez voir le briefing Papa 06. Ensuite, question 15. Le facteur ayant une influence sur la position du centre de gravité d'un aéronef est la vitesse, l'inclinaison, la trajectoire, le niveau de carburant dans les réservoirs. C'est évidemment la réponse delta, le niveau de carburant dans les réservoirs, parce que ça va nous faire bouger le centrage. D'accord. Au fur et à mesure où le carburant se vide, eh ben, on a la répartition des masses dans l'avion qui change. D'accord. Et donc, c'est la réponse delta, le niveau de carburant dans les réservoirs. Plus d'infos dans le briefing Papa 23. Ensuite, question 16. Lors d'un virage à 60 degrés d'inclinaison, à altitude constante, le poids apparent est égal au poids réel, égal à 2 fois le poids réel, égal à 1,15 fois le poids réel, inférieur au poids réel. C'est évidemment la réponse bravo, égal à 2 fois le poids réel. D'accord. On a l'impression d'être 2 fois plus lourd quand on est à 60 degrés d'inclinaison. Et donc, ça, c'est la valeur à retenir. 1,15 fois, c'est beaucoup plus que ça, d'accord. Égal au poids réel, ben non. Forcément, vous savez que quand quand vous êtes dans un manège, heu, dans dans un parc d'attractions, et ben, quand vous faites des virages comme ça serrés, vous êtes accéléré et vous êtes à peu près accéléré 2 fois. Donc pour retrouver ça, c'est donc pour 60°, il faut savoir que c'est 2 fois. Pour les autres, c'est, les autres valeurs d'inclinaison, vous n'êtes pas obligé. Mais donc pour avoir plus d'infos là-dessus, regardez la vidéo Papa 28. Voilà. Et ensuite la question 17. Alors la question 17 du BIA, donc je vais mettre ici la question 17 du CAEA. Voilà, hop, un petit coup encore, voilà. Et ici la question 17 du BIA. Donc la question 17 du BIA, c'est: la traînée induite est une conséquence de l'interaction du fuselage et de l'aile, la rotation de l'hélice, la différente de pression entre l'intrado et l'extrado, une faute de frappe là, et l'usage d'un train fixe. Donc la traînée induite, elle est une conséquence de la différence de pression entre l'intrado et l'extrado, d'accord? Donc c'est la traînée principale, quoi. Après, on a aussi d'autres traînées, hein, qui sont des traînées parasites, hein. Donc la traînée induite, c'est intrado-extrado avec la pression qui remonte d'en dessous vers au-dessus et qui va nous faire des tourbillons sur le bout d'aile, hein, là où les 2 pressions se rejoignent. Et on a donc les traînées parasites qui sont, des conséquences du train fixe, d'accord? Qui sont des conséquences aussi, heu, de tas d'autres choses, hein, des frottements, de les formes, de la compressibilité de l'air, tout ça, de l'interaction, donc des interactions, entre les différentes, parties de l'avion, d'accord? Mais voilà, donc c'était la réponse, Charlie, d'accord? La traînée induite est une conséquence de la différence de pression entre l'intrado et l'extrado, et vous avez donc, plus d'informations dans le briefing Papa 18. Voilà. Maintenant, on va voir comment était formulée celle du CAEA, qui était un petit peu différente, voilà, mais c'était plus ou moins la même chose. Je pense qu'ils ont oublié de modifier sur les 2 sujets, c'est pour ça. La traînée induite est indépendante du poids de l'avion, une conséquence de la rotation de l'hélice, donc ça c'est faux, hein, ça n'a rien à voir. Une conséquence de la différence de pression entre l'intrado et l'extrado, donc c'était cette réponse-là, et une conséquence de l'usage d'un train fixe, c'était pas celle-là, on avait vu, hein, ça c'était une traînée parasite, d'accord. Donc là, ils avaient juste proposé euh, une différence à ce niveau-là, d'accord, à cette question-là, d'accord. Vous vous rappelez, hop, voilà, interaction du fuselage et de l'aile, et ici, indépendante du poids de l'avion. Donc, elle est pas, la traînée induite, elle dépend du poids de l'avion, parce que plus l'avion est lourd, plus on va avoir de portance, et donc plus on a de portance, plus on va avoir une différence de pression entre l'intrado et l'extrado. Donc, voilà. Donc, c'était la réponse Charlie aussi ici. Voilà. On continue avec la question 18. Sur la polaire ci-dessous, le point correspondant à la portance maximale est le point A, B, C, D. D'accord. Donc, c'est évidemment portance maximale. Donc, ça, c'est le coefficient de portance. Ça, c'est le coefficient de traînée. D'accord. CX, coefficient de traînée. CZ, coefficient de portance. Et donc, là, on voit qu'on a la traînée minimale. D'accord. La traînée, elle diminue, elle diminue. Là, elle augmente de nouveau. Là, on a le meilleur compromis traînée-portance, donc la finesse max. Et là, on imagine qu'on a un planeur, hein, vous vous rappelez, un planeur qui plane sur cette courbe-là. Et d'ailleurs, la finesse est égale à CZ
divisé par Cx, d'accord? Et là, on arrive au maximum, on a la portance qui est maximale, donc au fur et à mesure où l'incidence augmente, là, le long de la courbe, elle est maximale et là, pof, elle recommence à diminuer, quoi, et jusqu'au décrochage, d'accord? Donc c'est la réponse Charlie, portance maximale, c'est la réponse Charlie, réponse C. OK. Et la question 19, pour un satellite, alors voilà, donc là, on va faire les 2 questions d'espace, hein, qu'on retrouve à chaque fois. Alors juste pour la polaire, je ne vous l'ai pas dit, j'ai oublié, c'est, briefing Papa 07, d'accord? Voilà. Donc pour un satellite, l'orbite géostationnaire permet de scanner le plus de surface, possible du globe, de rester au-dessus d'un point donné à la surface du globe, d'effectuer plusieurs révolutions de la Terre en 24 heures, d'entrer dans l'atmosphère. Donc géostationnaire, géo c'est la Terre, stationnaire c'est pas bouger, hein, d'accord? Donc pas bouger par rapport à la Terre, c'est évidemment la réponse B, de rester au-dessus d'un point donné de la surface du globe. Donc on a ces satellites-là, c'est les satellites par exemple pour, les retransmissions télé ou ce genre de choses, d'accord? Et la question 20, qui est la dernière, donc, l'assistance gravitationnelle permet le retour du lanceur sur Terre, est une ligne téléphonique entre l'ISS et la Terre en cas de besoin d'assistance, est utilisée comme moteur afin d'accélérer les sondes lors de leur voyage interstellaire, est un propulseur. C'est évidemment la réponse Charlie, d'accord? Est utilisé comme moteur afin d'accélérer les sondes lors de leur voyage interstellaire. Ça fait comme une fronde, vous voyez, comme au moment où la sonde s'approche d'une planète, par exemple, mettons que ce soit Voyager 2 qui s'approche de Jupiter, ben, elle va s'approcher, elle va être accélérée, accélérée, et ensuite, pof, elle va être de nouveau, elle aura une vitesse plus forte pour partir vers Saturne après, d'accord? C'est utiliser l'attraction planétaire pour être accélérée. Voilà. Donc c'est la réponse Charlie. Et donc, ces deux dernières choses, donc le satellite géostationnaire, vous pouvez voir ça en vidéo Papa 36, et l'assistance gravitationnelle en Papa 34. Voilà. On va faire maintenant les questions du CAEA. La question 21, l'effet du souffle hélicoïdal d'une hélice de propulseur peut être en partie compensé par le calage des portées de la dérive par rapport à l'axe longitudinal de l'avion, une action sur la gouverne de profondeur, l'installation de winglets, le déploiement des volets hypersustentateurs. Donc effectivement, évidemment, le souffle hélicoïdal, on est dans les effets perturbateurs du moteur, d'accord? Et donc c'est, pour, corriger ça, on peut caler, de manière déportée, la dérive, hein. Vous savez, c'est le souffle qui tourne autour de l'avion et poum, qui va cogner sous les ailes, mais qui va aussi cogner, dans la dérive, et donc comme le moteur tourne toujours dans le même sens, et ben, on va toujours avoir la même, le même effet, quoi, d'accord? Et donc on décale un peu, on déporte un peu le calage de la dérive par rapport à l'axe longitudinal de l'avion, donc un tout petit peu, hein, voilà. Et donc vous verrez ça, dans les effets perturbateurs du moteur en briefing Papa 30. Ensuite, en montée, l'assiette d'un appareil est toujours inférieure à l'angle d'incidence, égale à l'angle d'incidence, supérieure à l'angle d'incidence, égale à l'angle de la pente. Donc, heu, donc comment on va faire? Donc là, vous faites un petit dessin, d'accord? Et vous dessinez donc, l'avion avec l'horizon, d'accord? L'axe longitudinal de l'avion, l'axe de l'aile, d'accord? Et puis vous dessinez une flèche pour sa trajectoire, d'accord? Et par rapport à ces 4 directions, vous allez avoir les 4 angles qui sont l'angle d'incidence, l'angle d'assiette, l'angle de pente et l'angle de calage de l'aile, d'accord? Donc tout ça, vous l'avez de nouveau sur la vidéo Papa 16 et Papa 22. Et donc, comme l'avion est en montée, on a toujours une pente positive, d'accord? Et donc, on va avoir une assiette supérieure à l'angle d'incidence parce que globalement, l'assiette, c'est la pente au calage de l'aile près, hein. L'assiette, c'est la pente plus, l'incidence, d'accord? Voilà. Pour, oui, allez, pour mémoriser ça, on avait vu, l'exemple de l'avion, donc un pilote, qui est dans un avion, et à côté, le même avion, le pilote qui est assis dedans aussi, et il voit la même chose, hein, le même paysage, tout ça, là, ils ont la même assiette, donc la même attitude de l'avion. Il y en a un, l'avion, il est très lent, il est en vol très lent, donc en fait, il a une pente nulle, mais il a une incidence très forte, il est pas loin du décrochage, hein, c'est un petit peu flottouilleux, pas loin du buffeting. Et l'autre, l'avion est très rapide, il est plein gaz, machin, et donc il a une pente, positive, et il a une incidence beaucoup plus faible, d'accord? Et ils voient la même chose, les pilotes à l'intérieur. On ne peut pas savoir s'ils sont en train de monter ou s'ils sont en train de descendre ou quoi. Par contre, avec la vitesse et avec la
la trajectoire, on voit qu'il y en a un qui est en train de monter et donc qui a une incidence faible et l'autre qui est pas en train de monter, qui a une incidence forte, tous les 2 ayant la même assiette. Voilà. Fin de la digression. On passe à la question 23. Pour passer d'un vol rectiligne stabilisé horizontal à un vol horizontal stabilisé, il faut augmenter la portance, diminuer la traction, ne rien changer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc là, c'est le briefing Papa 26, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On est en vol rectiligne stabilisé, horizontal. Donc l'avion, il va tout droit, sans accélérer, sans freiner, et sans monter, sans descendre. Et il va partir en virage horizontal stabilisé, donc sans accélération non plus, sans augmentation ou diminution de vitesse, et sans monter, descendre. Donc il va basculer l'avion sur le côté, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la portance, elle va basculer aussi, vu que les ailes sont basculées et donc du coup, il y aura plus assez de portance par rapport au même poids et donc il va piquer si il ne tire pas, sur le manche ou s'il ne met pas plus de puissance, d'accord? Donc il faut augmenter la portance pour arriver à, contrebalancer à équilibrer le poids. Voilà. Donc c'est la réponse alpha, augmenter la portance. Question 24. Lors de la mise en ligne de vol d'un aéronef monomoteur à train classique, la précession gyroscopique de l'hélice entraîne une rotation autour de l'axe de roulis, autour de l'axe de lacet, autour de l'axe de tangage, une diminution de la traînée. Alors, donc ça c'est facile, hein. Précession, vous vous rappelez, c'est un des deux effets gyroscopiques. La précession, c'est d'avoir un effet sur le troisième axe. Donc, quels sont les deux axes qu'on est en train d'utiliser là? Donc, la ligne de mise en vol d'un aéronef monomoteur à train classique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avion, il est en train de basculer, hein, de se relever, hein. Il y a les fesses qui remontent parce que c'est un train classique, d'accord? Donc il y a la roulette de queue qui est par terre et hop, on relève ça. Donc c'est autour de l'axe de tangage, d'accord? Donc le résultat ne sera pas autour de l'axe de tangage. Ensuite, on a l'hélice. L'hélice, elle tourne autour de quel axe? Elle tourne autour de l'axe de roulis, d'accord? Donc elle tourne comme ça autour de l'axe de roulis, autour de l'axe longitudinal de l'avion, hein. Voilà. Donc le troisième essai, l'effet, ça va être autour de quel axe? Le troisième axe. Le troisième axe qu'on n'a pas vu, c'est lequel? C'est l'axe de lacet, hein, donc l'axe vertical en quelque sorte. Voilà. Et donc c'est rotation autour de l'axe de lacet. Réponse, bravo. Donc regardez le briefing Papa 30 pour plus d'infos. Et enfin, dernière question. La limitation de la vitesse d'un hélicoptère est due en partie à la réglementation aérienne internationale, à la forme particulière du fuselage de ces appareils, à la limite d'efficacité du rotor anticouple, à l'apparition d'une zone transsonique au bout de la pale avançante. C'est évidemment cette réponse delta à l'apparition d'une zone transsonique au bout de la pale avançante. Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui fait tenir l'hélico en l'air? Qu'est-ce qui lui donne sa sustentation? Ce sont les pales d'hélice qui tournent, d'accord? Les pales du rotor. Et en fait, la pale qui avance, donc non seulement elle avance à la vitesse de l'hélico, mais en plus, elle a sa vitesse de rotation. Donc, elle pourrait passer la vitesse du son quand elle est, quand elle est au maximum de quand elle passe à l'endroit où elle passe le plus vite. D'accord? Il faudrait faire un dessin pour vous expliquer ça. Regardez le briefing Echo 09 sur les hélicos pour avoir plus d'informations là-dessus, quoi. Donc, vous verrez, c'est assez intuitif une fois qu'on voit le dessin. Voilà.